Bonjour à tous, aujourd'hui on est au Salon de l'Agriculture, on a le plaisir de rencontrer Jean Lassalle, le président de Résistons. Bonjour Jean Lassalle, merci de nous donner du temps aujourd'hui parce que je sais qu'ici il y a énormément de monde et vous passez énormément de temps à saluer les gens et ils vous arrêtent. Donc c'est important pour vous de venir au Salon de l'Agriculture. D'abord, bonjour cher Xavier, merci pour ta fidélité et le temps que tu me consacres. Et avant d'aller plus loin, je veux dire que j'ai autour de moi les amis de Résistons, un petit peu partout. Nous sommes venus une quarantaine quand même, comme ça, simplement, sans faire d'avis à la population. Et pour moi, c'est beaucoup d'espoir. Le salon, il ressemble à ce qu'il est. C'est devenu une institution française. J'ai pas eu le temps de vérifier s'il y avait tout à fait autant de monde, mais nous sommes jeudi. C'est pas la même chose que vendredi. Sinon, il y a le même engouement, un peu ambivalent. À la fois un grand bonheur pour tous ceux qui viennent des 4 régions et même bien plus loin, puisqu'il y a beaucoup d'ultramarins qui sont là. Ici pour se retrouver. Il y a beaucoup de citadins et de Parisiens, je viens voir. Et ceux qui viennent là sont fiers d'une certaine manière. Ils sont fiers d'être français? Ils sont fiers d'être français, bien sûr. Ils sont fiers que je pense, la plus grande manifestation au monde soit restée véritablement française. Et de l'autre côté, ils sont habités par un sentiment de crainte, je dirais presque, et je l'ai encore vérifié ce matin longuement, d'angoisse par rapport à l'avenir. Parce que quelques questions se font de plus en plus cruelles. Et sa réponse, c'est notamment le cas de toutes les activités qui mêlent la notion de patrimoine. Je me souviens, mon père m'avait dit un jour, il y a beaucoup de chances pour qu'un instituteur puisse succéder à un instituteur. Beaucoup de chances pour qu'on continue à former des aviateurs, alors que j'étais quand même petit et lui, ça n'était jamais monté dans un avion. Il m'avait dit, des paysans, c'est pas sûr. Parce qu'il faudrait dès maintenant prendre des dispositions exceptionnelles. Parce que pendant des siècles, la transmission s'est faite normalement, et de père en fils. Et même après les guerres, après Sedan, après 14-18, après 40 où il restait par pierre sur pierre, il y avait toujours, même tous les fils morts, il restait toujours un neveu, un petit cousin, pour reprendre. Eh bien aujourd'hui, théoriquement, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien, et il n'y a plus personne pour reprendre. Et si on y regarde de près, voilà une interrogation majeure qu'on peut avoir aussi. Pourquoi plus de boulangers? Pourquoi plus d'artisans? Pourquoi plus tous ceux qui sont directement liés au patrimoine et au territoire? Alors la France, elle est passée d'une France agricole, d'une France industrielle à une France de services, donc avec beaucoup de personnes qui ne savent plus rien faire. Et aujourd'hui, en fait, ici, on a le savoir-faire français. On a un savoir-faire français, on a un savoir-faire universel. Parce que si on veut bien regarder à ma manière, bien sûr, l'histoire de France, elle a ceci de singulier qu'elle s'est beaucoup cherché, malgré tant de méandres, de difficultés, de grands moments de lâcheté. Elle a beaucoup cherché à s'inscrire dans ce caractère qui a fini par lui être reconnu universaliste. Et notamment au cours des 2 ou 3 derniers siècles, et peut-être des 4 ou 5 depuis la découverte des Indes et des Amériques, qui ont tout bouleversé par le mouvement sans précédent de moyens matériels, disons aujourd'hui financiers, que cela a engagé. Jamais Cléopâtre n'est arrivé à ce niveau-là.
Et je te passe tous les autres. Je vous passe tous les autres, pardon. Donc cela a changé, mais la France a apporté à l'humanité qui est tragique. Sur l'humanité, c'est quoi? Ce n'est qu'une suite indiscontinue de crises, de sang qui coule et qui se répand, de guerres et de révolutions. Et c'est les civilisations qui ont réussi à élever un certain nombre d'hommes et de femmes qui se sont donné le temps presque sans limite pour réfléchir et qui ont mis au point des traités et des moments de réflexion extraordinaires. Et après tant de guerres perdues ou gagnées, la civilisation était montée. Malheureusement, après avoir beaucoup contribué, la France est une des toutes premières à sortir de son inventaire. Et elle redescend à toute vitesse les marches qui nous avaient hissés si haut. C'est-à-dire que nous revenons au règne des forts les plus féroces, du je te mange parce que je suis plus fort que toi. Je te mange parce que je suis plus fort que toi. Et on y revient de toutes parts. Et aujourd'hui, tous les garde-fous s'effondrent. Et cela se traduit, et j'en finis là, quelque part au Salon de l'agriculture aussi. Parce que pour ces hommes et ces femmes, ils sont restés en relation si étroite, charnelle, avec la terre. Ils pressentent plus que quiconque encore le malheur de l'humanité. Ils pressentent tout ça sans avoir de réponse, ni bonne ni mauvaise, mais ils sentent que nous sommes au tournant. Alors, Jean Lassalle, tout à l'heure, vous avez dit que les Français, quand vous les rencontrez ici, ils ont des angoisses. Alors, on voit beaucoup d'hommes politiques défiler au Salon de l'agriculture pour venir au contact des Français. Mais est-ce qu'ils sont conscients de ces angoisses et quelles sont-elles? D'une manière générale, un homme politique n'est pratiquement plus conscient de rien. Ou alors il n'est plus homme politique. Pourquoi? Parce que la politique n'a plus d'idéal. La politique, à l'image de la civilisation, n'a plus de sens. Et je suis peut-être tombé dans la marmite de l'idéalisme, ce qui m'a coûté certainement très cher, tout petit. Mais avoir un idéal, c'est considérer que tout ce qui mérite de vivre mérite aussi de mourir. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Mais même si jamais ça mérite de vivre, aujourd'hui quand même, on voit que les Français ont des angoisses. Quand on rencontre aujourd'hui, ils ont peur. Et est-ce qu'il y a une inadéquation complète entre ceux qui nous gouvernent et les Français? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ceux qui gouvernent ne gouvernent strictement rien du tout. Ils gouvernent pour eux-mêmes, donc? C'est un théâtre d'hommes. Ils gouvernent, pense-t-il, mais les vrais leviers de toute nécessité, de tout accès à un gouvernement quel qu'il soit, c'est la relation à l'homme et au citoyen. Or, l'homme ne représente strictement plus rien aujourd'hui. Depuis sa naissance jusqu'à son dernier soupir, il est une variable d'ajustement. On n'y fait absolument pas gaffe. Donc l'homme est au service du gouvernement plutôt que le gouvernement soit au service de l'homme? Attends, c'est fini. Et de la même manière, on a perdu avec l'homme le citoyen, c'est-à-dire celui qui est apte à faire peuple, à faire société. Et à partir de là, on a perdu toute possibilité de reconstruire l'idéal et le débat, qui fait que le peuple peut choisir celui qu'il considère comme le mieux placé pour défendre ses intérêts, à condition qu'il dise ce qu'il veut faire et qu'il rende compte après. Or, nous sommes à des années-lumière désormais de tout ça. Alors, un gouvernement déconnecté des besoins des Français ou comme des années-lumière de ce dont on a besoin. En ce moment, on est en train de négocier la réforme des retraites, en fait, qui est au Sénat. Cette réforme des retraites, elle vous paraît juste, pas juste? Elle paraît
totalement accessoire, vide de sens. C'est une manière de faire gloser ce dont c'est la raison d'être essentielle, c'est-à-dire nous, les hommes politiques, et puis ceux qui vivent quand même de ça, c'est-à-dire les chroniqueurs et les journalistes. Pour le reste, s'il s'était agi d'une disposition relative à la vie de l'homme, c'est-à-dire des hommes et des femmes, on aurait repensé le vivre ensemble depuis le premier instant, depuis le premier jour. Est-ce que le temps n'a pas changé au cours de ces 30 ou 40 dernières années? Est-ce que nous sommes exactement dans le même état d'esprit que celui qui anima le Conseil national de la résistance, qui précisément fonda les retraites, pour ne parler que d'elles, et bien d'autres réformes? Est-ce que nous sommes là? Non, parce qu'à l'époque, il y avait une réalité de pouvoir, parce que le pouvoir était corrélé à une forme de souveraineté qui était définie avec des responsabilités, des devoirs et aussi des avantages à percevoir. Mais aujourd'hui, qu'est tout cela devenu? En fait, rien. Et comme il faut quand même participer à cette espèce de jeu de massacre que constitue la réflexion d'aujourd'hui, qui n'est basée sur rien, et que le rugby, le football, le cyclisme, les jeux du cirque d'autrefois n'y suffisent plus, il faut quand même amuser l'esprit, puisque plus personne n'est capable de citer le nom de roman contemporain qui frappe au cœur d'un film qui te touche au très fort de ce que tu es, d'une pièce de théâtre, d'un grand moment de M. Pasteur qui découvre le vaccin de la rage. Tu vois, des choses, vous voyez des choses simples. Il faut amuser. Donc on amuse, mais qu'est-ce que ça peut faire d'emmerder autant les gens sur le fait de savoir à quel âge ils partiront, alors qu'aujourd'hui les jeunes se demandent à quel âge ils ont une chance de pouvoir espérer trouver un bout de job. Et un bout encore, ça peut aller, mais un job à plus long terme. Donc, tout ça est bâti sur un château de sable. Et ce n'est que jérémiade. Et ce n'est que faux prétexte. Alors, jérémiade, ceci dit, on a quand même des élites qui nous gouvernent. Quelle est la responsabilité des élites dans ce château de cartes qui s'écroule? Écrasante, comme à chaque fois. Quelle était-elle pour prendre des faits dont la mémoire collective se souvient encore aujourd'hui en tressaillant, avec le même sentiment de peur et d'angoisse, peut-être moins grand qu'il n'est aujourd'hui. C'est la période 36-39. On voit, on sent à côté des voisins qui bougent, qui s'arment jusqu'aux dents. Et nous, on institue les congés payés et la petite baignade et les balles populaires. Mais mieux que ça, on déclare la guerre en 1939. Elle met 10 mois à se mettre en œuvre. Est-ce que vous croyez qu'un seul instant, on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas un brin de stratégie à revoir quand on a vu le sort qui avait été réservé à la Pologne avant à tous les autres pays qui étaient passés? Pas du tout. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde et que nous restons ainsi sur place à appliquer tous les mêmes chimères dont je parlais à l'instant, nous sommes effectivement des élites sans aucune forme de conscience et d'une lâcheté crasse. Alors ces élites, vous les avez attaquées une ou deux fois en parlant de leur relation à la vaccination. Oui. C'est-à-dire, certaines, vous avez dit qu'elles ne sont pas vaccinées, ou vous pensez qu'elles ne sont pas vaccinées. Certaines, vous êtes allé même jusqu'à dire que le président n'était pas vacciné. C'est-à-dire qu'ils s'octroient des droits pour eux, et on a des obligations. Il est évident que le président n'est pas vacciné.
Et vous avez des preuves de ça? Et bien sûr, j'attends qu'on me les demande. Mais On vous les a si demandé? vous voulez regarder, non, pour l'instant, on ne m'a rien demandé. Parce que Mais c'est des affirmations il qui n'était sont pas le seul. importantes. Il n'était pas le seul. Vous pensez que M. Johnson était vacciné au Royaume-Uni? Vous savez ce que c'est l'entourage d'un chef d'État aujourd'hui? Vous savez ce que c'est le principe de précaution et toutes les assurances qu'il faut prendre? Surtout lorsqu'il s'agit d'un vaccin qui n'a suivi aucun protocole d'agrémentation, sauf des protocoles de circonstances. Eh bien, Il a un protocole financier quand même. oui, mais un avion a un protocole financier, une bicyclette a un protocole financier. C'est pas pour autant que tout le monde sait faire de la bicyclette et c'est que tout le monde en fait. Non. Si vous me dites que tout le monde a levé sa manche pour faire semblant, oui. Même à l'époque, nous étions pas mal avec lui, je crois, et tout le monde le faisait ensemble. Monsieur Poutine. Mais qu'est-ce qu'on a injecté? Est-ce que vous y étiez? Est-ce que quelqu'un y était? Moi, ce que je sais, c'est que le Johnson, l'un de ces vaccins, qui a été retiré de la vente 15 jours après que j'ai été piqué. Et pourtant, je n'étais pas piqué par souhait d'essayer d'orienter. Ce n'était pas mon rôle. Mais j'étais député. Vous avez Et fait nous confiance. sommes- Comment? Vous avez fait confiance. Non, aucune. Mais le rôle d'un député, c'est quand même, lorsque nous sommes en période de guerre, au moins de mettre le nez à la fenêtre. De montrer l'exemple. Montrer l'exemple, je dirais pas jusque-là, mais de faire ce que vous demandez aux autres de faire. Et j'ai fait, on la retrouve sur YouTube, je crois, une déclaration qui a fait près de 1 million de vues à l'époque. J'ai dit, je ne me vaccine pas pour convaincre qui que ce soit. Je reconnais à chacune et à chacun cette responsabilité-là. Je le fais avec beaucoup de prudence. Mais je ne peux pas faire autrement, sinon je ne mériterai pas la confiance qui m'a été faite. Pour le reste, si je meurs, vous le verrez. Si je vais mal, je le dirai. Et s'il ne m'arrive rien, je pense que nous le constaterons ensemble. Voilà. Mais sauf qu'avec ce fameux Johnson, retiré de la vente 15 jours après ma vaccination, alors que je me suis immédiatement senti mal. Je ne m'étais jamais senti mal de ma vie, alors que maintenant je n'arrête pas de me sentir mal. Après l'inoculation, c'est impossible de dormir. Et puis, irrité, agacé, jusqu'au jour où on a fini par me mettre des trucs sur le cœur pour voir si on a trouvé un cœur complètement déréglé. Non, le stress, c'est quand il y a une opération. 2 opérations le 3 janvier, et puis 4 jours après, 3 janvier à Pau. Une seconde, le 7 janvier, 4 jours après, à l'hôpital Cochet à Paris. Et les chirurgiens m'ont dit, on t'opère pour rien. Parce que tu as les symboles d'une arythmie, mais ce n'est pas une arythmie. En fait, c'est les 2 oreillettes qui ne fonctionnent plus. Elles ne fonctionnent plus. Et on vous a affirmé qu'il y avait un lien de cause à effet avec la vaccination? Absolument. Donc vous êtes une victime des effets secondaires de la vaccination? Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, il n'avait pas d'explication pour donner à ce qu'il arrivait. Et comme j'étais très engagé, j'avais pris l'habitude de me suivre régulièrement. Mon dernier check-up, c'était 3 ou 4 mois avant. Un cœur énorme. J'avais le même rythme cardiaque qu'Eddy Merckx lorsqu'il gagnait le Tour de France. Moins de 38 pulsations minutes. Il paraît que c'est un cœur gigantesque, lent, mais voilà. Et d'un seul coup, il se trouvait déréglé. Mais il n'avait pas besoin de stem, il n'avait pas de jointure qui fuyait, si j'ose dire. Il y avait tout simplement un phénomène inexplicable. Et c'est la raison pour laquelle, oui, j'ai tenu à affirmer, parce que nous avons un cas en France. Nous sommes certainement l'un des pays au monde qui vont trouver le moyen de placer à une des plus hautes institutions de notre pays, je veux dire le Conseil constitutionnel,
l'un des plus grands criminels de notre temps, Monsieur Laurent Fabius. Qui a été, l'un des plus grands criminels de notre temps. Qui a été impliqué dans l'affaire du sang contaminé, exactement, responsable mais pas coupable. Voilà. Et quand on pense à ce que fut son extraordinaire ministre de la Santé, qui, elle, est intervenue à 2 reprises au moins, parce que je l'ai vue 2 fois, je la connaissais, à la télévision, une vieille famille protestante française, pour demander excuse, et qui s'est totalement retirée de la vie publique. Que je suis en relation avec des survivants de cette époque, notamment une femme en Bretagne, que j'avais rencontrée lors de mon tour de France à pied, en 2013, et qui m'avait confié que sa vie s'était achevée parce qu'elle avait eu besoin d'une poche de plasma après une couche difficile où elle avait perdu beaucoup de sang. Donc le sang contaminé a mis énormément de temps pour se faire reconnaître, mais ceci dit, il y a eu un jugement. Mais M. Fabius a fait mieux que jugement. Quel jugement? Exactement le même jugement que celui qu'on s'apprête à réserver à M. Macron. Rien du tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Comme le faisait le journal Le Monde les 11, 12 et 13 juillet dernier, lorsqu'il a expliqué le processus d'ubérisation en France. Le Monde, ce grand journal de désinformation collectif, est devenu. Je pense que son fondateur doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, qui expliquait sur 3 numéros de 6 pages chacun comment M. Macron avait organisé avec M. Arnaud, M. Niel, M. Bolloré et tous les autres, le processus d'ubérisation en France, en Europe et dans le monde. Et ça faisait tellement de bruit que le 14 juillet, auquel j'étais invité, je m'y suis rendu puisque le président m'y avait invité, la question a été posée par 2 journalistes qui n'étaient pas morts de courage. Il y en a une finalement qui a fini par dire « Mais enfin, Monsieur le Président, on parle beaucoup d'Uber. » Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Vous pouvez vérifier, c'est pas vieux. Comme a dit un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà ce qui a suivi. Est-ce que vous pensez qu'on peut laisser M. Fabius sur son inventaire? Il est le patron du Conseil constitutionnel. Le jour où moi, parce qu'il m'était devenu impossible de faire autrement, après des années d'élu, maire à 21 ans, dans cette commune, il m'avait réélu 27 élections et 25 succès. Il n'y a que les 2 présidentielles que j'ai perdues. Est-ce que vous pensez que je pouvais m'abstenir au second tour comme un vulgaire... voilà. Non, je l'ai fait publiquement. Eh bien, monsieur, ce grand homme n'a mis que 3 jours à me condamner, suivi en cela par tous les médias de la Dolce, qui appartiennent tous aux mêmes qui ont mis au pouvoir M. Macron, qui l'ont sacralisé, qui sont dans la tête de toutes les télés. Vous pensez que c'est normal tout ça? Non. Eh bien, 3 jours après, M. le Président, qui avait oublié combien il avait les mains dégoulinantes de sang, me jugeait et portait plainte contre moi devant le tribunal correctionnel de Pau et que tout mon conseil municipal était entendu. Alors j'ai eu un non-lieu. Président! Voilà. Donc, oui, ça viendra. Jean Lassalle, un constat important, une parole libre. Est-elle totalement libre? Est-ce qu'on peut tout dire aujourd'hui? Je n'aurais peut-être pas cette prétention parce que je ne sais pas. En tout cas, je crois pouvoir vous répondre que je ne me suis pas trouvé aujourd'hui de questions auxquelles je ne puisse pas répondre. Mais il y a peut-être des questions que j'ignore. Et je n'ai pas l'habitude de répondre à tort ou à travers.
Parce que j'ai vécu une vie qui ne fut pas un long fleuve tranquille. J'ai choisi de mourir à un moment donné, par idéal, parce que je ne supportais pas que l'on arrachât à ma terre l'une des entreprises qui gagnait le plus d'argent de France à l'époque pour aller faire semblant de sauver le bassin gazier et pétrolier de Lac, qui est l'espace le plus pollué de France aujourd'hui. On n'a pas nettoyé un mètre carré, alors que pourtant De Gaulle y a amené Khrouchtchev, Kennedy en visite, etc. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire cela. Donc j'ai choisi d'aller jusqu'à la mort, si c'était nécessaire. J'étais père de 4 enfants. J'ai entrepris de faire 6000 km à pied. Parce que M. Macron, qui s'est beaucoup intéressé à moi à ce moment-là, j'avais été voir François Hollande pour lui rendre compte de mon travail. Il m'avait bien reçu. Bon, sur le coup de 15 heures, il avait la paupière un peu lourde, je le comprenais. Mais alors, il y avait ce jeune homme avec une collaboratrice de M. Hollande, qui était partout, c'était incroyable. Et alors, je dis à... Hollande me dit tout d'un coup, mais Jean, mais tout ce que tu as écrit là, mais on le sait. Je dis, mais tu le sais. Et comment ça se fait que tu ne fais rien? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? François Mitterrand avait fait la même réponse peu de temps auparavant à Daniel Mitterrand, sa femme. Que voulez-vous que j'y fasse, si vous voyez? Et alors, il y avait ce jeune homme qui me suivait partout. Et moi, je lui ai dit, mais toi, qui tu es? Tu es un stagiaire de l'ENA ou quoi? Parce qu'il y a des stagiaires de l'ENA à la préfecture, à Bordeaux. Il me dit, non, non, je suis le nouveau secrétaire général de l'Élysée. Ma chère, on rajeunit les cadres. Donc lui, il a pris, lui, il a étudié toute mon affaire, toute ma marche, que j'avais appelée citoyenne. 6000 bornes, ça fait long, hein. Ça fait des jours et des nuits sans revenir à la maison. Et j'ai compris après pourquoi il est devenu assez rapidement ministre de l'économie. C'est là qu'il a justement ubérisé tout. Et s'il n'avait fait que ça. Mais il m'a proposé de l'accompagner. Et j'ai gardé des textes en tant que marcheur. Oui. Et lui a fait 2 fois le tour de son salon, il a dit en marche. Et ça a marché. C'est-à-dire que son marcheur le plus féroce a dû faire 200 mètres certainement pour aller chercher sa voiture. Voilà comment on trompe délibérément. Donc, je ne sais pas si je sais répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si j'ai le courage de répondre à toutes les questions. Mais j'ai vu suffisamment de réalité parce que pendant que je parle de mon entreprise, et c'était l'époque de Chirac, la France en perdait 400 000 et elle ne s'en est jamais relevée. Jamais relevée. Et ça, les Français le savaient déjà lorsque j'ai fait mon tour de France. Ils avaient déjà fait leur diagnostic. Voilà. Alors répondre aux questions, c'est une chose, faire des affirmations, c'en est une autre. En octobre 2022, vous avez donné une interview à un Américain, James Patrick, de la société de production Big Picture, qui est une société de journalisme collaboratif, dans lequel vous avez parlé de géopolitique et du rôle de Rockefeller et de Rothschild dans, on va dire, la crise sanitaire et dans le rôle de, on pourrait pas appeler ça de l'eugénisme même, des intentions qu'ils avaient. Alors j'ai eu la chance d'écouter en avant-première cette interview qui n'est pas encore sortie. J'ai trouvé que les propos étaient forts, très forts. Et si jamais ils sortaient, on pourrait vous traiter de complotiste, on pourrait vous traiter de tous les noms en disant est-ce qu'il n'a pas pété un câble. Est-ce que les propos qui sont tenus dans cette interview, vous les cautionnez, vous les renforcez? Qu'est-ce qui vous donne la légitimité pour dire et donner vraiment, pointer du doigt ces deux familles? D'abord, cher ami, pensez-vous qu'on est attendu aujourd'hui pour me traiter, pour me qualifier de complotiste? Pensez-vous qu'on est attendu aujourd'hui pour m'empêcher de parole, comme c'est fait dans ce pays, d'une manière qui est criminelle? Non pas parce qu'il s'agit de moi, je ne fie à rien, mais parce que malgré tout,
il s'est trouvé près de 1,3 million de Français pour voter, malgré tout pour moi. Avec des instituts de sondage qui appartiennent aux mêmes, qu'aux grands éditeurs, qu'aux grands journaux, qu'au Monde, que BFM TV, que tous les autres. Bolloré a acheté 55 maisons d'édition, personne n'a rien trouvé à redire. Ces hommes et ces femmes n'empêchent de parole et ils n'ont absolument pas le droit. Demandez à comparer le temps de parole que j'ai eu pendant cette campagne et comparez-le à celui de Macron, de Mélenchon, pardon, de M. Mélenchon, de M. Macron, de M. Mélenchon, de Madame la maire de Paris, que j'ai fini par doubler, de Monsieur le patron du Parti communiste, que j'ai failli par doubler aussi. Bon, et vous allez voir, mais c'est incommensurable comme différence. Alors laissez-moi le dire, s'il vous plaît. Et pourquoi? Quelles sont les raisons? Il n'y en a pas. Alors on suggère, c'est le pire des complotistes, c'est un complotiste. Vous êtes bien placé vous-même avec votre journal pour savoir ce que... On ne va pas se disputer le chapeau. Bon. Ou la couronne. Nous voilà d'accord. Alors, le monsieur dont vous m'avez parlé, je le connais relativement peu, parce que c'est surtout sa chargée de mission que j'ai vue. Je dois le voir plus maintenant, parce que je crois qu'il veut faire ce que d'ailleurs la presse française n'a jamais fait pour moi. Je ne dis pas ça pour le regretter ou le déplorer, mais un documentaire sur moi. Donc je vais avoir la chance de le côtoyer plus. Mais à l'époque, j'ai fait la connaissance aussi d'une jeune femme d'une télévision d'origine chinoise, NTD, à qui j'ai fait à peu près les mêmes déclarations. L'américaine, on parlait, c'est plus polarisé sur la seconde. Oui, j'ai déclaré, en effet, que les familles Rothschild et Rockefeller, fidèles à leur tradition, dans les moments de grande transition, les moments qui précèdent les grandes crises, s'étaient toujours comportés d'une manière éhontée et inacceptable. Et que ce coup-ci, hélas, une fois de plus, ils étaient toujours présents au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'ils ont ce comportement? C'est protection de l'espèce, c'est quoi? C'est s'empêcher? Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont certainement pas les seuls. L'un des éléments majeurs qui noue la peur, qui anime nos censées élites, ceux qui sont censés être nos élites, c'est l'augmentation du nombre d'hommes sur la planète. Et vous n'arrêtez pas d'entendre 8 milliards, il n'y a pas une planète de rechange, etc. Mais de quel droit se permettent-ils cela? Savent-ils les résultats qu'a obtenus la Chine il y a 20 ans, alors que Jacques Dutronc venait à peine de terminer 1 million de Chinois et moi, lorsqu'ils ont décidé d'un enfant par femme? Pourtant, ça paraissait impossible. On a quand même réussi d'une manière, je dirais, simplement humaine, à changer le cours des choses en matière de démographie. Alors, pourquoi l'élite n'a plus que ça en tête? La fin de tout. Il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien, il n'y a pas dans ce temps. On peut continuer à augmenter sa puissance de mort et de nuisance sans espoir ni lendemain. Alors je ne sais pas si Rothschild et Rockefeller sont les seuls à se trouver dans cette pensée, ce sentiment. En tout cas, je crois qu'ils y sont. C'est certainement pas les derniers, je ne leur ferai pas autant de crédit. En fait, mais il est temps de se réveiller. Vous ne les visez pas personnellement. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce que vous visez, ce genre de famille, ce genre d'influence, ce genre de multimilliardaires, on va dire, sur la planète, qui ont une influence exacerbée et sur lequel on devrait faire attention, le peuple. Non, je vais un peu plus loin.
Je dis, mais comment se fait-il qu'il soit à chaque fois au rendez-vous? Comment se fait-il qu'il n'en ait jamais raté aucun? Il y a quelques sportifs qui sont toujours au rendez-vous, en tout cas, eux sont toujours au rendez-vous de l'histoire. Et ils sont toujours du bon côté de l'histoire ou du mauvais côté de l'histoire pour vous? Oui, mais excusez-moi, mais on ne va pas comparer la carrière sportive d'un sportif, même s'il dure 20 ans. Ça a été le cas d'un de mes fils, par des efforts exceptionnels. La fortune de ces deux organisations et à la pérennité dans le temps et l'histoire. Et je convoque tous ceux qui veulent se renseigner à regarder leur livre d'histoire. Merci beaucoup Jean Lassalle. Donc peut-être le mot de la fin pour les lecteurs de François, les auditeurs de François. La France libre, on résiste aussi. Oui, je crois que c'est ce qui reste encourageant malgré tout chez l'homme. Même, et je le répète, si son histoire n'est qu'une longue succession de tragédies, de guerres et de bains de sang, plus ou moins organisées ou alors advenues par lâcheté, par absence de réaction de courage. De la même manière, comment ne pas avoir des yeux qui pétillent d'étoiles en pensant à quelques-unes de nos civilisations, et en particulier à notre, celle-ci. Moi, je me souviens d'un temps qui n'était pas si lointain, j'étais jeune, c'est toujours mieux avant. Mais je n'avais rien, puisque mes parents seraient au seuil de pauvreté, papa était un berger sans terre. Mais je n'ai jamais été habité par les craintes qui habitent aujourd'hui mes 4 enfants de députés, quant à leur avenir, quant à la confiance à faire aux éléments, aux choses. Et je dirais tout simplement, au garde-fou qu'offrent ces siècles de réflexion partagée pour arriver à une forme de sagesse, c'est-à-dire revenir au fond, retrouver du fond pour redonner un horizon. Et lorsque tu as un horizon, lorsque vous avez un horizon, vous pouvez vous mettre en route. Parce que vous ne savez pas le chemin, vous ne pouvez pas le connaître, vous ne l'avez jamais emprunté. Et vous le trouverez. Vous le rouvrirez. Vous l'ouvrirez à nouveau. Vous l'ouvrirez tout simplement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de raisons d'avoir peur. Et on sent cette peur, j'insiste là-dessus, qui s'est emparée de l'immense majorité de nos compatriotes aujourd'hui, et pas qu'en France, dans le monde entier. Elle suinte partout, à l'intérieur de nous-mêmes, terrifiante en réalité. Et de l'autre côté, il y a cette formidable espérance devant la route étoilée, des cieux dont nous ne savons rien. Même pas si nous sommes la seule planète encore à ce jour. Peut-être habitée, oui, mais y en a-t-il d'autres? Nous ne savons rien. Mais nous affirmons tout. Écoutez ce qui se chante en bas. Il y a encore qui croient en quelque chose. C'est pas moi qui les ai lancés. Eh bien, c'est le mot oui, de la fin. Donc, il y a autant de raisons de se confier à l'espérance avec un peu de recherche de spiritualité qui nous fera le plus grand bien que de s'abandonner eh bien, merci beaucoup. à la peur. Merci. Merci beaucoup Jean Lassalle. Donc c'est sur une Marseillaise improvisée, en l'honneur de Jean Lassalle, que nous finissons cette interview. Merci beaucoup de nous avoir donné du temps aujourd'hui. Je sais que vous êtes attendu par beaucoup de personnes et je vous souhaite donc un bon salon de l'agriculture. Je voudrais vous remercier, Serge, parce que vous faites partie aussi des hommes engagés et vous savez tous les jours le prix que vous payez à l'engagement. Et moi, on me dit, oui, mais enfin, je ne vais pas refaire le débat. Moi, je réponds simplement. On me dit par exemple, mais pourquoi vous ne vous mettez pas tous ensemble, Madame Le Pen, M. Asselineau,
sur du Pau-Aignan, etc. Et il m'a fait, la France ne tient absolument pas à être extrême droitisée. Pas plus qu'à être extrême gauchisée. On peut avoir d'ailleurs quelques aperçus de ce que ça pourrait donner. Mais elle ne tient absolument pas non plus à être extrême macronisée. La France veut redevenir ce qu'elle s'est toujours efforcée d'être, malgré tant de troubles, authentique. Et vous y travaillez aussi. Alors, continuez à prendre plein la gueule. Eh ben, on en prend plein la gueule avec toute l'équipe de François qui est ici présente. Bon Et merci courage. beaucoup. À bientôt. Merci à tous de l'avoir accompagné.